On poursuit donc le cadre légal et principes déontologiques d'archivistique en nous penchant sur le cadre légal cette fois. Une petite information, le cadre légal applicable en ce qui concerne les archives varie selon l'entité concernée. On ne saura pas tout voir ici, donc on va vous mettre à disposition un lien, vous voyez là une partie du lien, le cadre légal, où vous pourrez prendre connaissance de tout ce qui vous intéresse et compléter le cas échéant vos connaissances. On va partir un petit peu de manière du général au particulier, je dirais, ou du particulier au général. On va aller voir ce que dit le cadre législatif au niveau national, puis nous irons voir ce qu'il en est au niveau des entités fédérées, et ensuite on verra les autres législations qui concernent les archives. Au niveau national, fédéral, on a vu une loi du 25 juin 1794 organise les archives. En fait, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? C'est qu'il faut créer et centraliser des archives nationales. On est à l'époque en Belgique française, n'oublions pas. Et c'est là qu'on voit la première fois le principe de publicité des archives. Donc publicité des archives, c'est-à-dire libre accès aux archives. C'est-à-dire que tout citoyen a le droit d'accéder à des archives qui le concernent. Toujours au niveau national fédéral, la loi du 26 octobre 1796 sur les archives départementales. Donc, je vous rappelle que nous sommes toujours sous la loi française à ce moment-là. Donc ce sont les archives des institutions et des administrations qui sont supprimées par les Français, qui doivent être rassemblées dans les capitales de département. Ça peut concerner des titres de noblesse, etc. On crée donc des départements dans des dépôts dans les départements. Ensuite vient une loi du 16 mars 1803 sur les limites répertoires de notaires, où on organise le notariat tout simplement, et où on oblige les notaires à déposer leurs archives publiques aux archives de l'État. Nous en arrivons enfin à la loi sur les archives du 24 juin 1955, qui concerne les archives publiques, donc tout ce qui concerne la justice, le Conseil d'État, les administrations de l'État et des provinces. Il y a une obligation de versement des documents qui ont plus de 100 ans, et on peut également verser de manière volontaire ceux qui ont moins de 100 ans. Alors il faut savoir que beaucoup de documents avaient disparu, soit par des négligences, par des guerres, des conditions climatiques, etc. Et l'archiviste général a la responsabilité totale de la gestion des fonds. Ce qui est assez positif, c'est que finalement c'est un historien qui décide de l'importance historique et patrimoniale du fonds, et non pas un administratif. Important aussi de savoir que les établissements et administrations ne peuvent pas décider seuls de détruire leurs fonds. Comme vous savez, une loi n'est applicable qu'à partir du moment où ses arrêtés d'application sont publiés. C'est le cas ici en décembre 1957. Ces arrêtés vont instaurer une période décennale, donc en fait les documents de plus de 100 ans seront déposés tous les 10 ans. Cet arrêté d'application va également définir les modalités de dépôt du versement, et on va reprendre quelques exemptions qui sont essentiellement pour des raisons qui existent essentiellement pour des raisons stratégiques. Suite à des tensions communautaires et à l'évolution des supports, on a considéré qu'il était nécessaire de revoir la loi de 55, et c'est pour ça qu'on la modifie le 19 mai 2009. Les grands changements seront le passage de 100 ans à 30 ans pour les délais de versement, l'état de dépôt des documents et la manière dont ils seront organisés et accessibles. Et on va aussi définir les modalités d'accès et de consultation aux documents publics. Les arrêtés suivront le 18 août 2010 pour cette modification de la loi de 55, et donc concerne la surveillance et l'élimination des archives du secteur public. On va en profiter pour redéfinir le rôle de l'archiviste général et de ses délégués, et pour mieux définir les responsabilités des producteurs d'archives. Donc au niveau des transferts, on va redéfinir les services des archives de l'État où il faudra verser les archives, on va préciser l'état attendu des fonds versés, et on va prévoir également des conditions de dérogation éventuelles. On verra ensuite publier un arrêté royal du 16 septembre 2011 qui va définir les modalités de consultation des archives qui sont déposées aux archives de l'État. 5 ans plus tard, c'est un arrêté ministériel cette fois
qui va définir les prescriptions techniques et les normes qui sont relatives aux locaux d'archives des entités publiques. Et on va accorder une importance particulière aux espaces, aux matériaux, aux portances des sols, aux protections incendie, à l'aménagement des locaux, aux normes climatiques, etc. On va à présent quitter le niveau national pour aller vers les entités fédérées. Qu'existe-t-il pour les entités fédérées? Un décret wallon du 6 décembre 2001, une ordonnance bruxelloise du 19 mars 2009 et un décret flamand du 9 juillet 2010. On constate cependant qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, rien n'existe concernant les propres archives de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, il y a d'autres législations qui s'appliquent également, ou en tout cas qui concernent les archives. Donc la première étant la Constitution, puisque l'article 32 de la Constitution nous indique que chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie. Il y a divers articles de loi qu'on retrouve, et notamment aussi la loi de 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Alors c'est quoi des données à caractère personnel? Donc ça peut être un nom, des coordonnées, un numéro de téléphone, etc. Ce sont des données à caractère personnel. En fait, il faut savoir que la loi relative à la protection de la vie privée va s'appliquer à partir du moment où il y a un traitement de ces données. Donc à partir du moment où on les collecte, où on les conserve, où on les diffuse, etc. Il est nécessaire de respecter la loi relative à la protection de la vie privée. Donc les archives sont aussi concernées par rapport à ça. Il y a aussi la loi relative à la publicité de l'administration, où chacun peut avoir accès à ces données, les faire rectifier, les effacer, etc. D'autres législations existent qu'on ne va pas voir en détail ici, mais il faut savoir que parfois il n'y a pas que les lois des archives, les lois qu'on vient de présenter qui sont à prendre en considération, mais aussi d'autres articles de loi qui ne sont pas forcément nommés lois relatives aux archives. Alors, quelques principes déontologiques, et notamment un principe fondamental de l'archivistique qui est le principe de respect des fonds. On doit respecter l'intégrité matérielle et intellectuelle de chaque fonds sans chercher à séparer les documents ou à créer des classements artificiels. Donc l'idée, c'est d'éviter de dépecer des fonds. Sinon, ils vont perdre leur signification. C'est ce qu'on a vu. Donc, une unité archivistique seule n'a pas de valeur, mais c'est bien son intégration dans un fonds plus large qui est importante. Donc, on ne dépece, on ne change pas un fonds, on ne revoit pas sa structure interne. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer que le fonds garde toute sa signification. Donc, chaque document devra être maintenu ou replacé dans le fonds dont il provient et dans ce fonds à sa place d'origine. Donc on va respecter la provenance, on va laisser grouper sans les mélanger à d'autres les archives qui émanent d'un même producteur. On va respecter l'intégrité, donc on va maintenir un fonds d'archives dans sa composition originelle. On va respecter l'ordre primitif. Donc au sein d'un fonds d'archives, on va maintenir intact ou restaurer le classement interne des documents qui le composent et qui a été établi par le producteur. Donc, principe fondamental de l'archivistique, l'intégrité matérielle. En général, qu'est-ce que c'est la déontologie et qu'est-ce que c'est qu'un code déontologique? C'est les devoirs que les professionnels ont dans l'exercice de leur métier. L'intérêt d'avoir un code déontologique, c'est que dans certains cas, on n'a pas de législation nationale et donc les codes de déontologie vont permettre de compléter les législations. L'idée aussi est de responsabiliser le professionnel plutôt que de lui fixer un cadre juridique contraignant. Ces cadres seront nationaux ou internationaux. En ce qui concerne le code de déontologie des archives, c'est le Conseil international des archives, le CIA, qui le définit et qui est accessible à cette adresse. On va passer maintenant en revue quelques articles de ce code de déontologie des archivistes. Le premier article, notamment, qui nous apprend que le devoir premier des archivistes est de maintenir l'intégrité des documents qui relèvent de leurs soins et de leur surveillance.
Dans l'accomplissement de ce devoir, ils considèrent les droits parfois discordants et les intérêts de leurs employeurs, des propriétaires, des personnes citées dans les documents et des usagers, passés, présents et futurs. Donc, l'objectivité et l'impartialité des archivistes va permettre de mesurer leur degré de professionnalisme. Donc, les archivistes doivent résister à toute pression d'où qu'elle vienne et ne peuvent en aucun cas succomber à la tentation de manipuler les témoignages ou à dissimuler, déformer des faits. Dans l'article 2, les archivistes doivent agir en conformité avec les principes et les pratiques généralement reconnus. Donc, dans la manière d'accomplir leur mission et leurs fonctions, les archivistes vont se conformer aux principes archivistiques qui régissent la création, la gestion et le choix de la destination des archives courantes et intermédiaires, la sélection et l'acquisition de documents en vue d'un archivage définitif, la sauvegarde, la préservation, la conservation des archives dont ils ont la charge. Ça comprend aussi le classement, l'analyse, la publication et les moyens de rendre les documents accessibles. Enfin, les archivistes trient les documents avec impartialité et ils fondent leur jugement sur une profonde connaissance des exigences administratives et des politiques d'acquisition de leurs institutions. Donc, ils vont classer et analyser les documents selon les principes archivistiques et avec les normes universellement reconnues et de manière aussi rapide que possible. Donc, les archivistes ont une politique d'acquisition de documents qui est conforme aux objectifs et aux ressources de leurs institutions. Donc, ils ne vont pas rechercher ou accepter des acquisitions si elles constituent un danger pour l'intégrité de la sécurité des documents. Ils vont veiller à coopérer pour que les documents soient conservés dans les services les plus appropriés et les archivistes vont favoriser le rapatriement des archives qui ont été déplacées. Dans cet article, on voit que les archivistes font en sorte que la valeur archivistique des documents, y compris des documents électroniques ou informatiques, ne soit pas diminuée par les travaux archivistiques de tri, de classement, d'inventaire, de conservation et d'exploitation. Donc, s'ils doivent procéder à des échantillonnages, ils vont fonder leurs décisions sur des méthodes et des critères qui sont sérieusement établis. Le remplacement des originaux par d'autres supports va être décidé en considérant leur valeur légale, intrinsèque et d'information. Donc, lorsque des documents sont exclus de la consultation ou qu'ils ont été retirés momentanément du dossier, ils doivent le faire savoir à l'usager. Dans cet article, on voit que les archivistes vont conduire leurs réflexions sur les tris des documents à conserver ou à éliminer, prioritairement en fonction de la nécessité de sauvegarder la mémoire, de l'activité de la personne ou de l'institution qui les a produits ou accumulés, mais aussi en fonction des intérêts évolutifs de la recherche historique. Donc les archivistes sont conscients que l'acquisition de documents d'origine douteuse, même de grand intérêt, est de nature à encourager un commerce illégal, et donc ils vont apporter leur concours à leurs collègues et aux services compétents pour identifier la poursuite des personnes suspectées de vol de documents d'archives. L'idée, c'est d'éviter la marchandisation, évidemment. Dans cet article, on voit que les archivistes ne se préoccupent pas seulement de la collecte des documents existants, mais qu'ils coopèrent aussi avec les gestionnaires de documents, de façon à ce que dans les systèmes d'information et d'archivage électronique, on prenne en compte, dès l'origine, les procédures destinées à la sauvegarde des documents de valeur permanente. Donc les archivistes, quand ils négocient avec des services versants ou des propriétaires de documents, ils vont fonder leurs décisions, le cas échéant, sur tous les éléments suivants. Donc l'autorisation de versement, la donation de vente, l'arrangement financier, le plan de traitement, le droit de reproduction, les conditions de communicabilité. Et donc les archivistes vont garder une trace écrite des entrées de documents, de leur conservation et traitement. Les archivistes vont produire des instruments de recherche généraux et spécifiques qui seront adaptés aux exigences, et ce pour la totalité des fonds dont ils ont la garde. Donc ils vont fournir, en toutes circonstances, des conseils impartiaux et ils vont utiliser des ressources disponibles pour fournir une série de prestations équilibrées.
Donc les archives répondent avec courtoisie, avec le souci d'aider à toutes les recherches raisonnables qui portent sur des documents dont ils assurent la conservation, et ils encouragent leur usage par le plus grand nombre dans les limites posées par la politique des institutions dont ils dépendent. Donc il y a bien entendu la nécessité de préserver le document, le respect de la législation, de la réglementation, des droits des individus et des accords avec les donateurs qui doivent être pris en compte. Donc les archivistes vont motiver les restrictions aux éventuels demandeurs et les appliquer avec équité. Les archivistes vont décourager les limitations d'accès et d'utilisation des documents quand elles sont déraisonnables, mais ils peuvent accepter, voire suggérer des restrictions clairement définies, d'une durée limitée, quand elles sont la condition d'une acquisition. Ils vont observer fidèlement aussi que soient appliqués avec impartialité tous les accords qui ont été passés au moment d'une acquisition, mais dans l'intérêt de la libéralisation de l'accès aux documents, ils vont aussi négocier des clauses quand les circonstances changent. Les archivistes veillent à ce que la vie des personnes morales et des individus, ainsi que de la sécurité nationale, soit protégée. Et ça sans qu'il y ait besoin de détruire les informations, surtout dans le cas des archives informatiques où l'effacement des données et la réinscription sont pratiques courantes. Donc les archivistes veillent au respect de la vie privée des personnes qui sont à l'origine et qui sont le sujet des documents, surtout pour celles qui n'ont pas été consultées pour l'usage ou le sort des documents. Dans l'article ici, les archivistes s'abstiennent de toute activité préjudiciable à leur intégrité professionnelle, à leur objectivité et à leur impartialité. Alors, ça peut paraître bête, mais effectivement, les archives ne peuvent pas tirer avantage de leurs activités, ni sur le plan financier, ni sur le plan personnel, ou de quelque ordre que ce soit. Ça ne pourra jamais être au détriment des institutions et des usagers ou de leurs collègues. Donc les archivistes ne collectionnent pas de documents originaux, ils ne participent pas à un commerce de documents pour leur compte, ils vont éviter les activités qui pourraient créer dans l'esprit du public l'impression d'un conflit d'intérêts. Ils vont exploiter des fonds d'archives de leur institution à des fins de recherche et de publication personnelles, mais pourvu que le travail soit mené selon les mêmes règles que celles imposées aux autres usagers. Donc ils ne vont révéler ni utiliser les informations qu'ils ont pu obtenir par leur travail dans le fonds d'archives dont l'accès est limité. Ils ne permettent pas que leurs recherches personnelles ou leurs publications interfèrent avec des missions professionnelles ou administratives pour lesquelles ils sont employés. Donc en ce qui concerne l'exploitation de leurs fonds d'archives, les archivistes n'utilisent pas leurs connaissances des découvertes faites par un chercheur et qui n'aurait pas encore publié sans l'avertir au préalable de leur intention d'en tirer parti. Les archivistes peuvent donc critiquer et commenter les travaux proches de leur domaine de recherche, y compris les travaux inspirés de fonds dont ils ont la garde, mais ils ne permettent à personne d'extérieur à leur profession de s'immiscer dans leurs pratiques et leurs obligations. Les archivistes s'efforcent de développer leur savoir professionnel et leurs connaissances techniques, ils contribuent au progrès de l'archivistique, ils veillent à ce que les personnes qu'il leur appartient de former et d'encadrer exercent leurs tâches avec compétence. Et enfin, l'article 10 qui nous dit que les archivistes cherchent à stimuler la collaboration et à éviter les conflits avec leurs collègues en résolvant les difficultés par l'encouragement à respecter les normes archivistiques et l'éthique professionnelle. Donc les archivistes vont coopérer avec les représentants des professions parallèles, et tout ça avec respect et compréhension mutuelle. Et on se retrouve bientôt pour la suite.